sur le plateau du Top Club sur Énergie 12. Avec moi aujourd'hui 3 contributeurs pour décrypter le parcours et la réussite de notre invité, Annabelle, Vanille et Arnaud. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui un des sportifs les plus titrés au monde et Arnaud a voulu en savoir plus sur ce parcours exceptionnel, Arnaud. Exactement. Teddy, on sait, vous êtes une légende, mais moi j'ai voulu en savoir un petit peu plus sur vous. Et pour ça, je me suis rendu à l'INSEP, qui est la maison des hauts sportifs, enfin des Français de haut niveau. On regarde. On se retrouve donc au dojo de l'INSEP avec cette personne que vous connaissez bien, Teddy, puisque c'est Franck Chamby. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez rencontré Teddy Riner? Si mes souvenirs sont bons, je pense qu'il avait 15 ans, parce qu'il était cadet deuxième année. Il est rentré à l'INSEP en 2004. Il avait cette fougue un peu qu'il a toujours aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des petites failles quand même qu'on ne connaît pas? Est-ce que par exemple, il a un péché mignon, une gourmandise? Le gâteau au chocolat, il me semble. Alors, gâteau au chocolat. Bon, bah, Teddy fera... Genre les brownies. Ah, Genre les brownies. Vous m'avez dit que vous connaissiez très bien Teddy Riner. On va vérifier ça avec vous en faisant un 10 questions pour un champion. Le but, c'est très simple. Je vous donne un chiffre et vous devez savoir à quoi il correspond. Premier chiffre, 1989. Sa date de naissance. 25. Son âge. Bravo. 204. Peut-être la première voiture de son papa. Bon, on descend juste d'un cran, 203 maintenant. C'était une 203 qui avait son papa, non? Non. C'est un rapport aux voitures. On va dire que j'ai bon. 182 000. Je pense que c'est encore lié aux voitures. Toujours pas. Ah non, Franck est fan de voitures, on le savait pas. 49. 49, sa pointure. On poursuit. 7. 7, son chiffre porte-bonheur. 699 372, sachant que c'est un chiffre qui peut évoluer. Facebook, non, certainement. Bravo, Facebook. C'est pas mon truc, mais j'ai trouvé. 65. Je sais pas si c'est lié encore aux voitures ou quoi que ce soit. Non, non, non. Dernière question. 2. Le chiffre 2. Ça doit être son chiffre ou son porte-malheur, on va dire. Merci beaucoup Franck de nous avoir reçus ici au dojo de l'INSEP. On en a appris pas mal sur Teddy et puis j'espère qu'on va continuer à en apprendre un peu plus sur le plateau maintenant. Avec Teddy Riner, l'invité du Top Club aujourd'hui, Arnaud. Oui, Teddy, bon, on en a su un petit peu plus sur vous et notamment les voitures. Mais ce que j'aimerais vraiment savoir, et à mon avis les téléspectateurs aussi, c'est comment tout ça a commencé pour vous, pour en arriver jusqu'ici, ce fabuleux destin. Alors, le destin de Teddy. Oui, et Steve, on a vu sur le petit sujet que vous n'aimiez pas parler de votre vie privée. Alors, pourquoi en fait? Vous avez une femme végétarienne, un frère qui travaille au McDo, enfin, c'est hyper bizarre, non? Ça n'a rien à voir avec ma femme. C'est vrai que moi, j'aime bien parler en fait de notre société, donc de Big Fernand, de notre marque. Le succès de Big Fernand, c'est un mélange de recettes mi-marketing et mi-terroir. C'est Arnaud qui a passé au crible ces recettes. Arnaud. Oui, parce que Steve, on a vu que vous avez fait du terroir votre atout. Donc moi, en fait, j'ai voulu me confronter à ce phénomène de terroir, mais dans les fast-foods. On regarde. On est devant l'un des 6 restos de Big Fernand, et ici, junk food rime avec terroir. Vous me suivez? Moi j'ai pris un Bartholomé. Le Big Fernand, tout simple. Je prends toujours le Bartholomé. En France, on a la chance d'avoir de bons produits, de qualité, et c'est de travailler au maximum avec ces produits-là. Et effectivement, c'est un goût de terroir de la campagne d'où on vient à peu près tous. C'est un peu l'avantage qu'on a avec la gastronomie française. Il faut adapter un peu tous les classiques et c'est une bonne idée. Ouais. Bon, apparemment, le burger façon terroir, ça plaît. Donc moi, je vais aller dans un fast-food traditionnel pour voir si c'est aussi au goût du jour. Bonjour madame. Bonjour. Je voudrais un cheeseburger, mais avec de la tome de Savoie dedans. De la pomme de Savoie? Vous en avez? Non, n'en fais pas, monsieur. Ou alors, si vous avez de la fonte d'Ambert, éventuellement. Non. Ah, vous n'avez pas de fonte d'Ambert non plus?
Bon bah je suis bien embêté. Est-ce que vous avez des cornichons? Oui, il y a des cornichons dans le cheeseburger, il y a un cornichon. Et c'est des gros cornichons, les gros français là, comme on fait en général? Moi je suis très made in France. Hein. Non. Bon bah c'est pas grave, merci, bah, je vais y aller, désolé. Hein. Bon c'est con, finalement j'ai pas pu avoir ce que je voulais. Je vais aller chercher les ingrédients pour faire mon hamburger. Et pour ça, direction le marché. C'est parti. Qu'est-ce que vous me conseillez comme fromage à mettre dans mon hamburger? Alors, dans votre hamburger, je vous conseille plutôt une pâte dure, pourquoi pas de la mimolette, Donc je conseille une bonne viande hachée bien maigre, ou alors une pâte persillée comme la fourme d'Ambert. avec quelques petits morceaux de panouf parsemés dedans. C'est une petite partie de gras en fait, qui se situe sur la moitié de la cuisse à peu près. Il n'y a pas de stéréotype, je trouve qu'il faut oser. Bon bah voilà, je sors du marché, donc j'ai tous les produits qu'il me faut pour faire mon burger, donc bah à moi de jouer. Guillaume, voilà. Et donc du coup, Steve, je me suis fait mon propre burger puisque j'avais quand même de bons produits. Pour être un petit peu plus sérieux, comment vous est venue cette idée de faire des burgers et de les appeler des hamburgers? Comment ça s'est passé en fait? Est-ce que ça passe d'abord? Est-ce que les gens trouvent ça bien? Les gens trouvent ça très bien, puisque l'hamburger, les gens comprennent très bien. Les caméras cachées, je connais bien puisque j'ai testé tout à l'heure. Une autre question qui m'intéresse, il y a 3 ans, vous étiez chef de projet chez Publicis. Aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une société qui a entre 5 et 8 millions de chiffre d'affaires, on l'a vu dans le sujet. Moi, si je veux faire pareil, comment je fais? Vous dites que vous aimez pas les fast-food traditionnels, mais avant que Big Fernand existe, vous deviez bien en manger des hamburgers. Alors vous alliez où en fait? Je les aimais bien dans les restaurants. Donc je trouvais que la qualité était là, mais je trouvais que c'était toujours trop long. Voilà, tu oublies qu'il y a eu la viande de cheval entre temps. Il y a eu la viande de cheval. Alors là, vous pouviez pas... Arnaud, grand spécialiste du sport, a voulu savoir comment se servir des valeurs du sport de haut niveau pour une réussite personnelle. C'est quelque chose que vous avez gardé longtemps. Aujourd'hui, vous êtes encore étiqueté quand on parle Philippe Lucas, on parle Laure Manodou. À chaque fois, on vous le fait. Nous, on l'a fait aussi. Vous savez, vous en avez pas marre, on vous parle d'elle. Quand j'étais aux Jeux Olympiques en 2004. Arnaud, lui, a voulu savoir qui pouvait s'en emparer et comment réussir sa vie avec, au fond. Oui. Le courage, l'abnégation, la patience, le dépassement de soi, la ténacité, c'est des valeurs qui vous parlent, j'imagine, à vous deux, les champions au bord du bassin pour vous et sur le ring pour vous. Comment au quotidien on peut se servir de ces valeurs dans la vie de tous les jours? Ça peut aussi nous servir? Philippe Lucas, first. Mais je pense qu'on est né avec ces valeurs. On a été éduqués avec ces valeurs. Mes parents m'ont éduqué des choses, donc je les ai toujours eues. Je sais que pour réussir quelque chose... Ils sont tous membres du Top Club. Arnaud, Loïc et Olivia. Ils ont été intrigués par la réussite et le profil de notre invité. On commence. Oui, Alexandre, vous avez dit il faut croire à 200% en son projet. Ça veut dire que si on y croit à 100%, ça veut dire qu'on est seulement à moitié convaincu, en fait, c'est ça? C'était pour montrer qu'il faut... En fait, moi, je pense que... je suis à peu près persuadé qu'on peut à peu près tous faire tout ce qu'on veut. La seule chose, c'est qu'il faut s'y donner vraiment à fond. Et alors, quand on voit le portrait, là, c'était très impressionnant. Enfin, je suis un peu ému parce que j'avais jamais vu ça. Mais moi, ça fait 14 ans que je fais ce travail. Arnaud, alors, justement, parce qu'il pose la question à la fin du sujet. Alors justement, est-ce que le rédacteur en chef peut choisir lui-même ses sujets, se faire un peu plaisir, ou alors c'est la machine qui gouverne chez Melty? Et ce qui est marrant, le robot. Il y a énormément, il y a des légendes urbaines sur Melty. Justement, on va essayer de raconter. Il faut imaginer, nos rédactions finalement juste des très bons radars. Alors on va pas rentrer dans les détails de l'algorithme, c'est un peu compliqué, mais du coup, est-ce que vous considérez que ce que vous faites chez Melty, c'est de l'information, c'est de l'infotainment, c'est du divertissement? Oui, la limite. Précisément, en fait, ouais. Et alors nous, c'est très précis, on fait de l'information sur le divertissement. C'est vraiment notre travail, créer des contenus et les diffuser qui intéressent nos lecteurs. C'est le brain content, c'est ça un peu? Alors c'est ce qu'on appelle... Ça, c'est 60% de votre travail, si j'avais bien compris. Ce qu'on appelle native advertising, mais c'est du contenu de marque. On est sur un petit vaisseau spatial. On est sur l'équivalent, je sais pas, d'un Faucon Millennium à côté de Super Destroyer. Voilà. Donc... Okay. Je sais de qui il parle, de quoi il parle. Peut-être, bon. Ça fait un peu Greenpeace, hein, c'est le thème de la mission de la semaine prochaine. Là justement, en fait, vous disiez qu'il faut faire beaucoup d'efforts en fait pour y arriver et c'est vraiment, les gens donnent beaucoup. En termes de rémunération, je sais qu'on vous pose souvent la question. Moi, on m'a dit que par exemple, quand on était freelance, on écrit son papier, on gagne 5 €. Et c'est ensuite, pendant 24 heures, on doit faire viraliser son papier sur les réseaux sociaux et on gagne de l'argent. Est-ce que c'est vrai? Pas vrai. En tout cas, on parle beaucoup de ce modèle un peu polémique. C'est malheureusement déjà déformé. D'accord. Dans la Alors réalité, justement, dites-nous. La réalité, c'est dire donc nos freelances, qui sont des freelances, hein, bien évidemment, écrivent des papiers. Plus le papier fonctionne, plus ils sont payés, bien évidemment. À la semaine prochaine.